je simplifie un peu, mais c'est un peu ça. D'un point de vue évolutionnaire, oui, c'est partiellement... c'est vrai. Et donc pourquoi l'intestin un deuxième cerveau? Parce qu'effectivement, non seulement il contient un réseau de neurones, 200 millions de neurones à peu près au sein de votre intestin, des neurones qui sont issus de ce qui va donner votre cerveau, qui très tôt se détachent finalement des cellules décrètes de la plaque neurale qui va devenir votre cerveau, qui au bout de 7 semaines après la conception chez les humains, l'ensemble du tube digestif est colonisé par ce système nerveux qui permet à cet intestin de fonctionner. Donc ce système nerveux de fonctionner à la naissance justement pour remplacer le rôle de la mère, c'est-à-dire nous nourrir et permettre aux autres organes de se développer. Et donc, il est un deuxième cerveau parce qu'il a des neurones, mais on appelle aussi l'intestin un deuxième cerveau parce que on se rend de plus en plus compte qu'il est en contact, en connexion avec le cerveau, soit direct. Vous avez par exemple le nerf vague qui relie l'intestin au cerveau et environ 80% de l'information qui traverse ce nerf vague, c'est un gros câble électrique qui relie en gros votre cerveau à l'intestin, et bien finalement on remonte de l'intestin vers le cerveau. Donc c'est pas le cerveau qui contrôle l'intestin parce qu'il a son propre système nerveux, il peut l'influencer, mais pas le contrôler. Mais en revanche, l'intestin est capable aussi de ne pas contrôler le cerveau, mais de l'influencer. Et finalement, ce système nerveux, ce gros câble électrique qui part du cerveau, qui atteint l'intestin, va être sensible à différents facteurs. À la fois, il va être sensible au bon fonctionnement de l'intestin propre, mais aussi à ce que l'intestin reçoit, ou le réceptacle de ce qu'il y a dans l'intestin, que ce soit des nutriments, ou là, ce qui nous intéresse, un peu des bactéries, des virus, et finalement, comment communiquent les bactéries avec le cerveau, mais aussi avec les autres organismes. C'est qu'effectivement, soit les bactéries contiennent soit certaines parois de la membrane bactérienne sont capables d'être détectées par les neurones, soit ils produisent des substances, des métabolites, qui vont aussi être reconnus par ce système nerveux et influencer des zones qui sont en contact, que ce soit des zones principalement associées initialement, qui sont communes à toutes les espèces animales, des zones qui sont en lien avec la recherche de l'alimentation, parce que finalement l'intestin et le cerveau ont coévolué ensemble pour répondre à ce besoin primitif. Donc c'est un peu tout ce qui est l'orientation spatiale, l'hippocampe, l'anxiété, comme vous aviez mangé autrefois, si vous étiez face à un prédateur, il fallait s'enfuir, donc l'amygdale reste très connectée. Et donc on comprend bien pourquoi lorsque des fois on a des troubles intestinaux, on a aussi des troubles du comportement parce que les deux organes sont associés. Mais il y a aussi d'autres structures beaucoup plus complexes, comme les structures qui interagissent, les zones d'apprentissage du langage, les interactions sociales, qui peuvent être influencées par l'intestin via les microbes, la nutrition, l'aliment, au sens large. On peut donner un exemple d'ailleurs de ça, c'est l'exemple de ces souris, ces lignées de souris, dont certaines sont très audacieuses, elles explorent beaucoup l'environnement, d'autres au contraire sont plutôt timides, elles ont tendance à rester dans les coins, à fuir beaucoup plus la lumière que les premières. Et on s'aperçoit que quand on transfère les bactéries du tube digestif de ces souris audacieuses ou timides, je les ai appelées comme ça à dessein, à des souris qui n'ont pas de microbes, ça va orienter le comportement de ces souris receveuses vers des comportements plus exploratoires ou moins exploratoires. Et quand on coupe le fameux nerf vague de ces souris avant de leur donner les bactéries, ça modifie beaucoup moins ou pas du tout leur comportement. Ça veut dire qu'effectivement, ce nerf-là transmet des choses depuis les bactéries que reçoit la souris qui n'en avait pas. Ça transmet des choses depuis ces bactéries vers le cerveau. Et ça montre aussi une chose. Parce que des fois, on a dit, ah oui, alors, du coup, nous sommes que des marionnettes aux mains de nos bactéries. Ou de nos microbes en général, puisqu'il y a quelques champignons qui traînent là-dedans. C'est pas exact. Tout est interdépendance. Et ça, c'est le truc important. C'est là qu'il faut refocaliser la chose. C'est pas A qui manipule B. Évidemment, elle modifie le comportement de ces souris, mais en même temps, ces bactéries-là, s'il n'y avait pas un tube digestif de souris, elles seraient pas là, elles ne pourraient pas survivre. Elles ne supportent pas l'oxygène, elles n'auraient pas à manger. Tu l'as dit, l'intestin, c'est un festin pour les bactéries, donc c'est là qu'elles mangent, c'est là qu'elles vivent. Donc on est vraiment dans une dépendance réciproque, et c'est finalement l'interaction intestin, nerf vague, bactérie qui crée le comportement, plus que l'un ou l'autre.
Et pour compléter, effectivement, il y a des données qui montrent qu'on a exactement le résultat inverse en fonction de la souche du fond génétique de souris. C'est-à-dire, il y a effectivement, ça montre que c'est finalement une interaction. C'est-à-dire, chez les souris qui ne sont pas par nature anxieuses, eh bien, on a plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire que le microbe va plutôt, l'absence de microbes, chez ces souris bulles un peu, vont augmenter leur anxiété. Donc ça montre bien que nos gènes sont aussi un élément central dans le contrôle des bactéries qu'on va pouvoir accueillir. Et un des meilleurs exemples aussi qui démontre ça, c'est parce qu'il y a un vrai enjeu, c'est de savoir quel est le bon microbiote. Est-ce que ça existe, la définition d'un microbiote sain, du bon microbiote? Et on s'est rendu compte que finalement, un des plus grands facteurs prédictifs du bon microbiote, c'est-à-dire on a fait des études, on a voulu voir chez les personnes saines qu'est-ce qui était associé avec la capacité d'avoir le microbiote le plus sain, quel était le vrai critère, le vrai marqueur du microbiote sain. On s'est rendu compte, donc, dans des études cliniques, on a suivi leur histoire, est-ce qu'ils ont eu des antibiothérapies, est-ce qu'ils prenaient des médicaments, qu'est-ce qui était capable finalement d'influencer le plus ce microbe. Et finalement, ce qui influence le plus le microbe, c'est finalement ce qu'on appelle l'échelle de Bristol. L'échelle de Bristol, c'est une échelle qui va de 1 à 7, et elle correspond à la forme de votre caca, schématiquement, de vos selles. C'est-à-dire, en gros, plus vous avez un transit rapide, plus votre selle est liquide. Et on se rend compte que le vrai marqueur d'un bon microbe, c'est une échelle de Bristol d'environ 5. Ça correspond à des cacas en forme de saucisse. Pas forcément saucisse de Francfort, mais voilà, voilà. Donc ça montre bien que c'est finalement, vous êtes aussi maître de votre microbe, et votre transit, l'état de santé de votre organe va aussi influencer de manière très importante sur la santé de vos microbiote. I am learning so much from you too. Est-ce qu'on va pouvoir dire un jour que si on est de mauvaise humeur, c'est à cause de notre intestin? Il y a déjà un nom commercial pour ça. Vous avez entendu parler des probiotiques, je pense, hein, qui sont ces bactéries que l'on peut prendre pour s'inoculer une flore favorable, enfin un microbiote favorable, je veux dire, notamment après une antibiothérapie. Ça marche d'ailleurs pas encore en routine, en réalité, c'est pas si simple. Mais on a aussi dans le commerce, notamment aux États-Unis, des psychobiotiques, c'est-à-dire des bactéries réputées améliorer l'humeur. Cette histoire-là, elle est complexe, parce qu'il y a sans doute une réalité derrière, mais je ne suis pas sûr qu'il y a encore des souches dont on soit vraiment sûr de l'intérêt pour ça. Après l'inondation de Walkertown, au Canada, il y a des gens qui ont bu de l'eau souillée, parce qu'il n'y avait plus d'eau potable à boire, voilà. Et il y a des gens qui ont développé, après des grosses diarrhées, et après que tout soit rentré dans l'ordre et que leur maison ait été retapée, 2-3 ans après, ils ont eu des états dépressifs profonds. On a attribué au fait qu'ils avaient attrapé une campylobactère, une bactérie qui, quand on l'administre à des rats, leur donne des syndromes dépressifs. Alors la dépression d'un rat, ça se mesure de la façon suivante, c'est pas évident, hein. On le met à se noyer, on ne le laissera pas se noyer, mais on regarde en 5 minutes combien de temps il se débat. Et plus il se débat longtemps, plus il est réputé en bonne forme. Et moins il se débat longtemps, plus il est dépressif. Quand vous lui donnez des anxiolytiques, il se débat plus longtemps. Quand vous lui donnez des anxiogènes, il se débat moins longtemps. Quand vous lui donnez des campylobactéries, il se débat moins longtemps. De la même façon, on a des manips avec des lactobacilles, notamment Lactobacillus reuteri, sur des rats ou sur des hommes, qui montrent une meilleure gestion des stress et des situations compliquées quand on a ces bactéries. Alors, il ne faut pas du tout commencer à absorber ça tout de suite, parce qu'il y a peut-être des effets secondaires qu'on ne connaît pas encore, hein. Mais clairement, il y a une construction de l'humeur qui est en partie le résultat. Bon, alors je ne voudrais pas revenir à des choses trop sordides, mais quand on n'arrive pas à faire caca, on est de mauvaise humeur, et quand on le fait trop souvent, ça met aussi de mauvaise humeur. Disons qu'il y a là quelque chose effectivement qui est vraiment intestin au sens de interne, et qui participe à notre humeur, alors même que l'humeur paraît vraiment émergente dans le cerveau, très au-dessus de la matière, et ben, elle est dans la matière fécale en fait. I'm curious now, because you're talking about how these bacteria affected mood, caused depression in these people, but we've also been talking about it's not a one-way street, it's an interaction. So is there, as we've been doing these, as you and other scientists have been doing these studies, have they also looked at, does my mood make me more receptive to certain kinds of bacteria? Do I create a more welcoming environment because I'm cranky?